Bienvenue les amis, on se retrouve pour un podcast de première importance sur la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. C'est un alignement entre la Terre, Neptune et Saturne. Cet alignement survient tous les 36 ans. C'est pas forcément un alignement qui est très rare d'un point de vue astronomique, mais il y devient très rare dans une vie d'homme, vu qu'on ne va voir qu'un alignement Saturne-Neptune tous les 36 ans. J'ai noté en rouge les alignements Saturne-Neptune en Bélier et j'ai placé ici tous les alignements de Saturne et Neptune depuis l'an 0. Vous remarquerez qu'il n'y en a pas eu des masses et qu'il n'y a eu en tout qu'environ en 2025 années seulement 5 alignements Saturne-Neptune en Bélier. Cet alignement Saturne-Neptune est très important parce que cet alignement qui va se produire de manière partielle, de manière inexacte le 13 juillet 2025, et cette influence, cet alignement qui va répercuter des influences et des manifestations très concrètes, évidemment il est le plus puissant autour du 13 juillet 2025, mais on peut compter 2 mois avant et 2 mois après seulement. Cet alignement est inexact et il ne deviendra exact que le 20 février, moment où Saturne et Neptune vont s'aligner de manière exacte. À ce moment-là, justement, la conjonction Saturne et Neptune va donner le plus gros de ses effets. Donc ce sera 2 mois avant, 2 mois après ce 20 février 2026. Et excusez-moi d'être un peu long, mais c'est pour ça que c'est tellement important ce qui se présente le 13 juillet 2025 et 2 mois avant, 2 mois après. Tout ce qui se manifeste sur cet été 2025 et qui commence à se manifester, à se présenter, aussi bien sur le plan individuel que collectif que mondial. Et on voit que mondialement, cette période, elle a été extrêmement riche, extrêmement chargé, extrêmement symbolique en termes d'énergie bélier, en termes de guerre, de violence, de nouveautés, de nouvelles vagues, d'impulsions nouvelles. C'est vraiment quelque chose qui est très important et on le sent. Et effectivement, les répercussions et la suite de ce qui commence autour de ce 13 juillet va vraiment se faire sentir autour du 20 février 2026. Ça, c'est très important de le comprendre. Et cet aspect, aussi bien sur le plan mondial qu'individuel, a des conséquences énormes. D'autant plus que, comme on l'a vu, il n'y a eu que 4 conjonctions Saturne-Neptune exactes dans le signe du Bélier. Une telle configuration ne s'est pas reproduite depuis 1703. La prochaine conjonction Saturne-Neptune en Bélier, c'est 2528. C'est dire la rareté d'un tel événement astrologique. Nous sommes donc dans un événement céleste qui va nous accompagner d'une année 9 mondiale à une année 1 mondiale. 2025, année 9 mondiale, année de fin, année de clôture, année d'achèvement, d'accomplissement, l'année d'une dernière marche, année 2026, année 1 en fait, qui fait suite 9 ans après la dernière année 1 qu'on a vécue, 2017. Élection de Macron, arrivée de Trump au pouvoir. Vu que Trump a été élu fin 2016, il est rentré en office 2017. Donc on voit que la nouveauté des années 1, elle est importante, elle amène souvent une nouvelle impulsion, des nouveaux leaders. Forcément l'année 2026, elle va confronter ces 2 personnages qui ont commencé un nouveau cycle en année 1, et puis plein d'autres chefs d'État, c'est évident. Donc moment capital et extrêmement important, et comme on va le voir finalement un peu plus loin, cette conjonction Saturne-Neptune qui prend son pic énergétique très fort au début de l'année 2026, on voit que l'année 2026 commence ici, et que c'est ce 3e pic finalement ici, le 20 février 2026, mais qu'effectivement, cette conjonction Saturne-Neptune, elle est très forte autour de ce 13 juillet 2025. Sachant qu'on a eu les prémices finalement en été 2024, on voit, et que ces étés 2025 et ce début 2026 sont l'apogée en fait des manifestations de cet événement planétaire qui va avoir ses répercussions comme on le voit
jusqu'à fin 2026, jusqu'à décembre 2026 et le début 2027. Il ne faut pas oublier, on va revenir un peu sur les influences que cette conjonction va avoir sur chaque signe individuel de manière positive ou négative sur le papier. Mais cette conjonction commence finalement le 13 juillet 2025 de manière partielle. Saturne va être au plus proche de Neptune, mais ces planètes ne sont pas encore alignées. Elles s'alignent parfaitement donc le 20 février, sur le premier degré d'ailleurs du bélier et du zodiaque, sur ce qu'on appelle le point vernal ou le point gamma. Donc quelque chose qui marque le début des choses, un degré qui est très important. Et Saturne et Neptune seront encore alignés à moins de 10 degrés d'orbe. Et du coup, elles seront au plus près de leur alignement au moment où Saturne repartira en marche directe, le 11 décembre 2026 au matin, aux latitudes françaises, vu qu'on sera encore le 10 décembre en heure GMT. Mais ça, ce ne sont que des détails, mais c'est quand même très important de voir cette influence qui commence sur l'été 2024, qui se confirme sur l'été 2025, et qui arrive à son pic sur cet été 2025 et ce début 2026, pour ensuite redescendre jusqu'à la fin 2026 et jusqu'au début 2027. Ce sont deux énergies très différentes, Saturne et Neptune. Saturne, c'est la rigueur, les limites, l'ordre, l'état, les choses qu'on peut compter, mesurer, tout ce qui est la rationalité, les choses liées au temps, les règles bien définies, tout ce qui va traiter d'un cadre. Donc des choses très palpables, très tangibles. Saturne, c'est la mathématique, la science dure. C'est justement la rigueur, les efforts, la solitude. C'est une énergie, on va dire, qui est restrictive par essence, qui est dure, qui est solide, qui est complètement dans le concret. Neptune, c'est tout l'inverse. C'est le paradis, c'est le nirvana, c'est les religions, les croyances, l'universel, le collectif, le don de soi, l'altruisme. Justement, c'est l'art, c'est le côté dilettante, c'est le côté dispersé, éparpillé. Donc c'est vrai que ce sont deux énergies qui n'ont pas de rapport trop ensemble et dont la conjonction est réputée négative. Comme on va le voir, un des thèmes récurrents de Saturne-Neptune, surtout en astrologie mondiale, ce sont les révolutions sociales. Finalement, les contraintes que vont observer les plus démunis, Neptune, ceux qui sont dans le besoin. Et c'est souvent un moment où c'est la fin, Saturne, la mort, la limite de tout ce qui traite de Neptune, l'espérance, la croyance. Donc c'est vrai que ce sont des périodes souvent très difficiles sur le plan croyance, société. On a beaucoup de mal à ces moments-là justement à espérer un meilleur avenir et ça provoque souvent des grandes révolutions. Ça génère souvent des grands chaos sociaux, des grands troubles dans les États, dans les systèmes établis. On sait que Neptune a tendance à dissoudre ici l'énergie très rigide de Saturne qui elle a tendance à restreindre ce côté généreux et don de soi de Neptune. Donc nous allons voir plusieurs thèmes communs, mais s'il y a un thème très commun à Saturne et Neptune, c'est le thème du communisme. Comme on l'a déjà vu dans mes multiples vidéos, où j'ai parlé des réunions Saturne-Neptune, Saturne et Neptune marquent bien l'esprit du communisme, qui est finalement une croyance religieuse, une idéologie, qu'on retrouve au sein d'un État. Donc on a vraiment la dominante croyance, idéologie de Neptune qui fusionne avec la rigidité de Saturne et le côté étatique de cette planète. Donc c'est souvent, comme on va le voir, des étapes importantes dans le communisme, des grandes révolutions sociales. On va revenir justement un peu dans l'histoire, mais c'est vrai que souvent Saturne-Neptune amène d'autant plus en bélier des ébullitions au niveau des croyances. On ne peut plus rester sur les mêmes croyances. C'est pour ça que cette période globale de cet été 2025 et du début de l'année 2026 qui démarre peuvent mettre la fin de grandes espérances. Peuvent être la fin
de grandes périodes d'errance spirituelle, même de forme de décadence spirituelle. C'est la fin, finalement, des rêves, des illusions, c'est la fin du film, c'est la fin, vous voyez, des aides gratuites, des dons de soi. D'ailleurs, nous allons voir, parce que ce soir, je vais poster sûrement cette vidéo le 13 juillet 2025, mais il va y avoir un discours très important de Macron au sujet de l'armée, au sujet militaire, vu qu'on est français, je m'adresse beaucoup aux Français, plus largement aux francophones, mais pour celles et ceux qui sont sur les latitudes françaises et qui sont sous la coupe du système français, et donc du système Macron, il va y avoir des nouvelles très importantes. Alors beaucoup de mes lecteurs d'entre vous m'ont écrit, m'ont dit « Oh là là, 13 juillet 2025 !» Vous en aviez parlé, Fabien, grosse date Saturne-Neptune, Macron a choisi l'alignement exact pour faire son discours, etc., etc. Donc ça m'a fait rire, mais c'est certain que ce qui va se présenter là, va peut-être sûrement se manifester et prendre acte au début de l'année 2026, des nouvelles lois, tout ce qui est lié peut-être aux militaires, aux aides sociales, aux dépenses collectives, évidemment va connaître une certaine rigueur, une certaine mise au pas ici avec cette conjonction Saturne-Neptune en bélier. Donc évidemment, le robinet un peu infini, symbolisé par Neptune, cette abondance de liquide, qui coule comme ça, elle peut être coupée par Saturne, et c'est évidemment des moments de coupe budgétaire, de coupe d'aide sociale, l'altruisme symbolisé par Neptune ici est coupé un peu par Saturne. Donc pour beaucoup d'entre nous, évidemment, ce peut être une période de grande dépression, d'immense dépression, frustration. D'ailleurs, la dépression en maladie, c'est souvent une énorme culpabilisation qui est aussi accompagnée d'une dévalorisation. Donc il y a toujours le sentiment d'être frustré, d'être limité. Donc toute dépression commence par une certaine limitation ou frustration et entraîne ensuite un sentiment de culpabilisation, mais aussi, comme on l'a vu, de dévalorisation. C'est un peu les deux qui s'entraînent en même temps, mais qui partent de cette frustration de Saturne. On sait Saturne qui est la cause, la frustration, le manque de Saturne, les difficultés, les galères que nous impose cette planète sont souvent la cause et la racine de toutes les maladies. C'est pour ça que Saturne, avant qu'on découvre les transsaturniennes, c'est la planète des addictions, des blocages, des retards, des complexes, avant qu'on découvre évidemment Neptune, Uranus, mais aussi, Uranus, Neptune, puis Pluton. Donc c'est vrai que sur le plan individuel, pour faire très très court, beaucoup d'entre vous vont connaître un moment de grande désillusion, avec forcément des découragements, des extrêmes fatigues, une dévitalisation, des événements qui peuvent être très attristants, c'est le moins qu'on puisse dire, et des événements très singuliers, parce que ce cycle n'arrive que tous les 36 ans, et vous voyez que dans le signe du Bélier, il n'est pas venu depuis plus de 500 ans. Donc c'est quelque chose de conséquent et rare, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Pour d'autres, ce peut être une période où l'on concrétise, où l'on rend réel, et où l'on matérialise, où on réalise Saturne de grands rêves, de grands espoirs, où on peut planer. Donc c'est vrai que sur le plan individuel, c'est un peu quitte ou double ici. Sur le papier, évidemment, les signes les plus troublés par la conjonction Saturne-Neptune, ce sont les Béliers, les Capricornes et les Balances. Dans une moindre mesure, les Cancers, mais qui ont quand même Jupiter. On rappelle que cette année, on a la planète Jupiter en Cancer. D'ailleurs, je vous renvoie à tous ces podcasts faits récemment. Et la planète Jupiter en Cancer, finalement, elle va aider un peu plus ces cancers. Mais c'est vrai que ces signes cardinaux, la Cancer, Balance, Bélier, Capricorne, ont tendance à subir le plus négativement cette conjonction Saturne-Neptune, particulièrement les premiers décans. Donc là, autour des 13 juillet et du 20 février prochain, donc autour de chacune de ces deux dates, et même autour, on va dire, du 11 décembre 2026, toujours on peut compter 2 mois avant, 2 mois après, et plus on se rapproche de la date évoquée, plus on sent le poids justement de cet aspect, et les contraintes que peut former cet aspect,
Encore une fois, il faudra voir au cas individuel, mais c'est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez vous fier. Mais il faudra évidemment vérifier après au cas par cas, au natal, sur chaque thème, parce qu'évidemment, l'incidence de cette conjonction, elle va se répercuter différemment selon le thème. Ce qui est sûr, c'est que les signes les plus lésés, ce sont les signes de la croix cardinale et particulièrement les premiers décans. Donc si vous avez des planètes, soleil, lune ou ascendant, donc l'un de ces facteurs, l'un de ces 4 facteurs, soleil, lune ou ascendant ou l'une de vos planètes, qui peut même être votre maître d'ascendant ou votre Vénus ou votre Mars natal ou n'importe quelle planète quelconque natale, évidemment ce sera d'autant plus puissant si votre signe solaire d'ascendant ou votre signe lunaire se trouve dans le signe du Capricorne, Bélier, Balance ou Cancer, vous souffrirez d'autant plus sur cette période parce que Saturne et Neptune vont contraindre une planète, donc une fonction de votre vie. Donc là, encore une fois, sur le plan individuel, je vous renvoie au podcast de Saturne et Neptune en Bélier qui décrit très bien ce qui peut se passer dans votre thème au cas par cas. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une aide individuelle un peu sur mesure pour passer cet aspect et pour savoir ce qu'il va signifier dans votre thème. Donc c'est certain que les signes cardinaux, ici en rouge et jaune, vont souffrir le plus. Dans un deuxième temps, c'est vrai que Scorpion et Vierge, on l'a vu, vont prendre le quinconce. Donc les premiers décans de ces deux signes également, surtout en particulier, ont tendance à être plus en difficulté aussi que le signe moyen, entre guillemets, que monsieur tout le monde. Donc si dans votre thème, il y a votre signe solaire, votre signe d'ascendant, votre signe lunaire, ou le signe où se trouve votre maître d'ascendant qui est un signe cardinal, Bélier, Balance, Capricorne, mais aussi Cancer, ou que vous êtes Scorpion ou Vierge, il se peut qu'il y ait des difficultés. Voilà, elles seront un peu moindres si vous êtes Scorpion ou Vierge, parce que vous prendrez un aspect qui n'est pas un aspect majeur et très dissonant, mais qui est un peu moins dissonant. Sur le papier, encore une fois. Mais tout dépend de votre thème au cas par cas, parce qu'on n'est pas fait que d'un seul signe, ou d'un seul bois, comme on dit. Un être humain, c'est complexe, et il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs qualités et défauts qui s'additionnent dans une personnalité. Encore une fois, le moment de naissance nous informe énormément sur cette richesse et complexité. Je voulais aussi dire que les ascendants taureaux, avec la rentrée de Saturne et Neptune dans leur maison 12, ça peut être particulièrement dissonant. C'est vrai que on est sur la maison 12 qui parle des problèmes de santé, des épreuves. Donc c'est vrai que comme on l'a vu pour les taureaux, c'est un été qui va marquer un début de pause, un début de changement, de transition. Surtout pour les ascendants taureaux, vu que Neptune et Saturne rentrent dans ce qu'on appelle la maison 12. Une maison en lien avec les soins, avec la santé et les problèmes de santé. Donc c'est vrai qu'on peut voir, et on a pu voir d'ailleurs l'un de mes amis spirituels, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais qui est Didier Santiago, qui a eu une crise cardiaque récemment, auquel d'ailleurs j'envoie tout mon amour et mes vœux de convalescence. N'hésitez pas aussi à aller voir, il a lancé un grand déstockage massif sur son site, donc vraiment n'hésitez pas à regarder le travail qu'il fait. Je crois que c'est Curious Anima ou Curious Apprentice avec un K, et Didier Santiago que beaucoup d'entre vous connaissez et que vous avez vu, que vous m'avez d'ailleurs vu à son émission, je crois 2 ou 3 fois, si j'ai bonne mémoire. Mais donc on voit l'incidence négative. Et je ferai peut-être une vidéo sur Didier bientôt quand j'en aurai le temps. En tout cas, je vous encourage à l'aider et à lui donner un coup de main. Si vous en avez le temps et les moyens, et d'aller voir un peu ce qui se passe sur son site, et de le soutenir dans cette épreuve, justement, qu'il traverse. Petit aparté aussi fini, je tiens à faire une aparté également sur ma maison d'édition. Vous savez qu'on vend des livres, on vend des mugs, on a plein de nouveaux projets en cours. On veut pas non plus atteindre le niveau de Didier avec des milliers de références, mais on a une petite maison d'édition qui démarre, qui n'a pas encore 5 ans. Mais si vous pourriez vraiment nous donner un coup de main, c'est le bienvenu, et ça pourrait effectivement nous aider finalement dans nos démarches et dans nos vidéos futures
pour vous aider à vous donner quand même toujours du contenu riche et de qualité. Retour à la vidéo. Donc c'est vrai que là on a pas mal de signes qui peuvent être contrariés, donc notamment les signes de la croix cardinale, mais aussi Scorpion et Vierge, et également beaucoup d'ascendants Taureau. Pour ce qui est des signes gâtés par cette conjonction Saturne-Neptune, c'est vrai que les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, principalement celles et ceux du premier décan, auront l'aide ici de Saturne, du temps, mais aussi de Neptune, de ce côté paradisiaque et de ce côté inspirant qu'offre cette planète. Donc c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être la concrétisation d'un rêve, l'atteinte d'un sommet, d'un idéal, et beaucoup de, on va dire finalement, de rêves qui se concrétisent sur cette période de juillet 2025, mais aussi du début 2026. C'est peut-être finalement le début d'un rêve qui s'offre à vous sur cette période. Alors, encore une fois, la qualité de ce rêve sera analysée, justement parce qu'on est dans Neptune. Attention, parce que c'est une planète qui a tendance à, comme on le voit, à troubler, à amener beaucoup de croyances, à amener beaucoup de choses extraordinaires à première vue, et c'est quelque chose qui peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Néanmoins, beaucoup d'entre vous pourront réaliser une forme d'étape, pourront passer une certaine étape dans leur vie, une étape qui pourra s'apparenter pour beaucoup d'entre eux à un rêve éveillé, à une situation idéale, qu'on rêvait depuis longtemps finalement. Donc j'ai pas mal discuté sur beaucoup de podcasts de l'influence sur le plan mondial de Saturne et Neptune, notamment en termes de crise sociale, de soulèvement populaire, mais aussi d'étapes phares ou clés dans les régimes communistes. J'ai aussi montré comment l'influence de Neptune en Bélier avait cette tendance à créer des schismes religieux, des déviations, des divergences idéologiques majeures, des polarisations politiques puissantes, que des sujets de croyances, de religion pouvaient devenir extrêmement béliers, donc ébulliantes, et que la moindre discussion sur la religion ou l'idéologie ou la croyance pouvait provoquer de la guerre. C'est pour ça qu'on avait eu la guerre de sécession autour de la question de l'esclavage, qu'on est aujourd'hui en quasi-guerre civile en France autour de questions sur l'immigration ou l'islam. C'est très très puissant. Donc on est dans une période effectivement où les réunions Saturne-Neptune, on sait qu'elles marquent des événements colossaux, et on a vu maintenant, en 2025-26, on a vu qu'en Europe, justement, les populations chrétiennes, et on va dire de souche, pour reprendre les expressions des médias, allaient devenir minoritaires en 2050-60 pour la prochaine conjonction Saturne-Neptune qui se fera en Gémeaux. Donc j'ai indiqué sur ce graphe toutes les prochaines conjonctions Saturne-Neptune que nous aurons, sachant que nous aurons la prochaine en Bélier en 2528. Donc ça ne sera pas pour cette vie. Donc si vous croyez aux prochaines vies, peut-être demandez à vous réincarner, dans vos messages, quand vous allumez une bougie, je sais pas. Mais peut-être voilà le projet. Donc si vous voulez vous réincarner sous une prochaine conjonction Saturne-Neptune, voilà les dates. Je vous laisse les codes de la machine spatiale dans cette vidéo. Alors je rigole un peu, mais un peu d'humour ne fait pas de mal. Donc 20 février 2026, ça sera l'alignement colossal. Et c'est un travail d'ailleurs qui m'a été inspiré par André Barbeau et son livre L'avenir du monde selon l'astrologie, dans lequel justement André Barbeau parle de ces réunions Saturne-Neptune, avec des grands points d'interrogation d'ailleurs. Donc ça c'est très intéressant, j'ai complété ce travail ici, et évidemment il sera complété par d'autres astrologues, j'imagine, dans le futur, et ce que je souhaite ardemment, pour ne rien vous cacher. Alors, 2026, la conjonction commence en Poisson, comme on l'a vu. Elle commence vraiment sur l'été 2024 et elle se concrétise finalement sur ces 9 mois, de l'été 2025 au début 2026. Et elle perdure jusqu'à la fin de cette même année. Donc avant, encore une fois, d'aller sur 2026 et d'aller un peu plus loin, parce qu'on va étudier tout ce qui s'est passé par le passé, vraiment n'hésitez pas à consulter
mais aussi à regarder les vidéos de Saturne en Bélier, de Neptune en Bélier, pour comprendre comment ces planètes vont agir sur chacune de vos planètes. Si vous avez des planètes mal placées, premier décan Capricorne, Balance, Bélier ou Cancer, ou Vierge ou Scorpion, ou alors si vous êtes ascendant Taureau, vous verrez justement comment un peu optimiser ces transits de Saturne-Neptune en 12, ou les carrés de certaines de ces planètes à vos planètes natales. Donc là, vous aurez une indication. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter ou à m'appeler si vous avez besoin d'indications. C'est évidemment une période qui peut vous faire ressentir une profonde dépression, un profond malaise, un profond trouble. Mais c'est bien parce que si c'est le cas, cela peut vous permettre, même une maladie, même une fatigue, de changer de vie, de faire ce qu'il faut pour justement ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et aller mieux. A contrario, comme on l'a vu, si de manière positive vous êtes Sagittaire, Verseau, Gémeaux ou Lion, ou même Poisson, vous serez moins touché, ou Soleil ou Lune Taureau, vous aurez tendance à être beaucoup moins touché, et là vous aurez quelque part beaucoup plus le vent en poupe pour réaliser certaines choses positives. À noter que les Béliers quand même sont les plus concernés par cette conjonction. C'est évidemment un moment très important pour les Béliers, pas toujours forcément négatif, mais qui va aussi dépendre du travail que vous avez fourni dans les années précédentes, de la ténacité que vous avez eue. Donc certains Béliers peuvent faire partie des signes qui vont vivre très positivement cette période, avec une période d'élévation personnelle, avec une période où on apprécie beaucoup plus sa vie, où on rêve beaucoup plus sa vie que simplement la vivre. En vivant des rêves très concrets d'ailleurs, tout à fait possible. Et je voulais rajouter une aparté pour les personnes qui sont du premier décan de la Balance, mais aussi nées en 1981, où Jupiter et Saturne étaient dans le premier décan de la Balance. Et c'est vrai que si vous êtes particulièrement Cancer de l'année 81, c'est une période qui peut être très douloureuse. Ou Capricorne de cette même année. Voilà, si vous êtes né au moment où Saturne et Jupiter se sont réunis en Balance, là, dans les années 80-81, ça peut être particulièrement délicat. Donc encore une fois, j'ai vu beaucoup d'entre vous sur cette période récemment. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un petit tour d'horizon sur le plan des planètes, ça ne vous fera pas de mal. On va maintenant passer aux événements mondiaux par le passé. Et encore une fois, si vous tenez à savoir au sujet des maisons astrologiques, dans quelles maisons Saturne et Neptune vont provoquer, quels effets vont être, je vous renvoie finalement au transit de Saturne et Neptune en Bélier. Pour chaque signe, pour chaque maison, vous aurez toutes les indications dans ces deux vidéos qui sont particulièrement longues et fournies. Donc pour 2026, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, ce qui se forme autour du 13 juillet va se répercuter de manière massive autour du 20 février prochain. C'est évidemment, on le voit dans le monde occidental, ce qu'on appelait judéo-bolchevique hier, c'est islamo-gauchiste aujourd'hui. Donc on voit que c'est toute cette extrême gauche qui est en train de créer un système dictatorial et totalitaire. Vu que là, il y a le contrôle des réseaux sociaux par l'extrême gauche qui est en train de survenir autour du 13 juillet, avec des nouvelles lois liées à l'Arcom et tout, par exemple en France. Mais on a à peu près toute la même chose dans le monde occidental. On a eu les grosses révoltes anti-immigration contre Donald Trump. Alors encore une fois, il n'y a pas de mal à lutter contre finalement ceux qui veulent faire du mal aux immigrés, qui sont souvent les populations les plus pauvres. Il n'y a pas de mal même à vouloir défendre la cause de Gaza, où il y a effectivement un génocide humain qui est réel, où il y a énormément de souffrance. Donc le but ici, ce n'est pas de dire que ceci n'existe pas, mais ce sont les méthodes et les groupements qui utilisent justement, qui jouent de la victimisation, qui sont à critiquer. Et évidemment, quand on connaît la tendance judéo-bolchevique qu'on retrouve sur toutes les conjonctions Saturne-Neptune, on sait très bien que 2025-26 seront des nouveaux temps marxistes et bolcheviques très forts, et ce qu'on appelait hier judéo-bolchevique, c'est pas moi qui le dis, on l'appelle aujourd'hui islamo-gauchisme, preuve et photo donc de manifestations pro-Gaza et pro-Palestine à l'appui, avec évidemment derrière, on cautionne le terrorisme islamique, on cautionne effectivement l'antisémitisme lourd, avec la haine du juif très violente. Voilà, dans certains cas, encore une fois, le pays d'Israël est peut-être critiquable, mais les méthodes pour le faire
ici sont particulièrement violentes et propres des périodes Saturne-Neptune, comme nous allons voir dans le passé. 2026 ne fait l'écho que à des situations extrêmement violentes et extrêmement marquées par la gauche et l'extrême gauche par le passé, et avec souvent les mêmes méthodes. Et c'est vrai que on a effectivement ce problème de cohésion sociale en France, ces problèmes budgétaires immenses, cette confrontation à la guerre avec la Russie de Poutine, qui est un peu allié à des pays complètement marxistes et communistes comme la Chine, la Corée du Nord, encore Cuba. Donc on a finalement ce sud global qui revient très fort et qui est quand même mené par la Russie, mais aussi les BRICS. Donc on voit qu'il y a toute cette énergie qui commence à se former, cette division même en deux blocs du monde, où on voit que les États-Unis ne peuvent plus maintenir la Pax Americana. Donc 2026, finalement, c'est des murs qui sont en train, des rideaux de fer qui sont en train de se monter, avec un réarmement massif de l'OTAN, de la Pologne, de la France, de l'Allemagne, avec évidemment une grande complication finalement sur cet été 2025, aussi de la situation à Gaza et en Israël avec l'Iran, un monstre de pays communiste. Rappelons que les ayatollahs en Iran, le régime des mollahs, a fait une alliance avec le parti communiste pour chasser le Shah en 79, un moment très fort aussi en termes d'opposition Saturne-Neptune et de passage de Jupiter en Cancer. Donc on a les mêmes cycles qui se reproduisent de manière différente, mais on voit ici l'Iran, pays bélier d'ailleurs, qui est très secoué par l'arrivée de cet été 2025 et de cette conjonction Saturne-Neptune, vu qu'à quelques semaines finalement du 13 juillet 2025, on a eu l'opération Marteau de minuit, qui a défoncé, excusez-moi l'expression, l'Iran, et en tout cas qui a fait perdre pas mal de puissance et de rayonnement à l'Iran, qui n'a pas dit évidemment son dernier mot. Et on sent que la sauce va monter entre cet été et cette fin d'année, jusqu'en puissance, jusqu'à la prochaine conjonction Saturne-Neptune. N'oublions pas, ça on fait un peu d'aparté, mais que le passage de la planète Mars en balance est souvent très très disruptif pour Israël. Mais ça, nous en parlerons bientôt, et ce passage il est du 6 août au 22 septembre, si j'ai bonne mémoire, 2025, donc c'est dans quelques jours. C'est après-demain, demain même. Donc c'est vrai que 2026, on le voit, période très agitée, et période évidemment où on a tendance, 2025-26, là, à passer un cap sur le plan mondial très important, en termes de censure, en termes d'extrême gauche, de révolution sociale aussi, parce que avec ce qui est en train de se passer sur les plans budgétaires en Europe, et même sur toutes les politiques d'immigration, d'aide sociale et autres, attention également à tout ce qui est, comme on le voit, les restrictions Saturne, de tout ce qui peut toucher à la drogue. Neptune, nous allons voir que c'est un thème commun, récurrent, qui arrive sur les conjonctions Saturne-Neptune. Prohibition, tout ce qui est on va dire les luttes contre les narcotrafics, contre les trafics de drogue, contre les stupéfiants. Donc c'est vrai que tout ça peut survenir de manière très forte en 2025 et 2026. Et je vous le dis, attention à la période de février 2026 si vous vivez en France. Je pense que cette situation va être aussi explosive que révolutionnaire. Et n'allez pas plus loin, il se peut qu'une énorme révolution d'extrême gauche et de l'islamo-gauchisme survienne sur cette période de février 2026, où il y aura d'ailleurs Mars en Verseau et des transits extrêmement conséquents et historiques pour Emmanuel Macron, dont j'ai déjà parlé depuis 2023 maintenant. Donc attention, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. N'oubliez pas aussi que sur cet été 2025, une énième fois de plus, des militaires ont appelé les généraux à soulever Macron et à faire un coup d'État. Donc il y a eu plusieurs coups d'État qui ont été déclarés contre Macron, et plusieurs personnes de l'armée qui ont l'intention ou la volonté, en tout cas, de destituer le chef de l'État. On sait également qu'autour de cet été 2025, il y a une pétition en ligne sur l'Assemblée nationale visant à destituer Emmanuel Macron. On est déjà à plus de 50 000 signatures, et il y a 100 000 signatures au besoin. Et c'est une pétition de l'Assemblée nationale où il faut mettre son numéro fiscal. C'est quelque chose de très concret. C'est pas le moindre pélo qui lance une pétition. C'est comme sur ce que je dis sur l'armée et les généraux. Il y a des anciens militaires français qui ont
tenu l'uniforme pendant des dizaines d'années, voire plus d'une vingtaine d'années, qui appelle les généraux français à faire quelque chose contre le pouvoir en place qui est devenu fou. Un pouvoir en France et beaucoup de gouvernements en Europe, mais en tout cas le gouvernement français, détient plus d'argent et manipule plus d'argent et de fonds publics que l'URSS en Union soviétique. On est à plus de 60% de contrôle du PIB par le gouvernement en France, ce qui est totalement marxiste et soviétique. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, voilà. Et si vous ne l'aviez pas réalisé, c'est la nouvelle qui a tonné autour de ce 13 juillet 2025. Un taux de pauvreté qui a explosé les ballons en France. Mais aussi, on peut l'imaginer, dans le monde. D'où effectivement cette période qui est si importante de cet été 2025 et de ce début 2026 jusqu'à la fin de cette même année, parce qu'on voit que cette soviétisation de la société, cette marxisation, ce monde communiste 2.0 dans lequel on rentre, avec aussi le crédit social, les caméras reconnaissance faciale, tout ce monde comme il y a de censure, comme il y a en Chine et en Russie ou en Corée du Nord et dans tous les pays communistes marxistes, on a tendance à rentrer dedans. Donc on rentre dans un nouvel ordre mondial marxiste, communiste, qui peut être... D'ailleurs, on sait que les élites, les grandes élites, Rockefeller, Soros et tout, sont de gauche, à tendance communiste. Et on sait que le communisme, quand on l'étudie, c'est la manière la plus rapide pour aller au capitalisme sauvage, vu que ça crée des monopoles, des connivences, une plutocratie, etc. Donc une période forcément riche et intéressante où on a une reconstitution, en tout cas, d'un soviétisme et d'un communisme le plus fort, aussi bien en Europe et que dans le sud global, et on voit l'expansion évidemment du couple russo-chinois, et des BRICS plus généralement sur cet été 2025 qui commence avec toujours guerre économique, dédollarisation, appauvrissement des masses, etc., etc. Alors 1989 a été une période très importante aussi, parce que la conjonction Saturne-Neptune a eu lieu en Capricorne, et cette fois elle était avec Uranus. Donc c'est vrai qu'on a vraiment entre 88 et 91, on a cette énergie donc de la conjonction qui est très 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 exacte, mais c'est pour l'année 89, les 3 mars, 24 juin et 13 novembre que se sont produits ces conjonctions Saturne-Neptune, et on voit ce qui commence finalement début 88, vraiment en 3 temps, toute l'année 89 le transforme, et on va jusqu'à la fin de l'année 90 et du début 91 sur ces changements massifs. Donc à l'époque, évidemment, c'est la dissolution de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. On a les événements de la place Tiananmen en Chine, avec le massacre. On a évidemment la guerre du Panama, la guerre du Golfe Persique, l'unification du Yémen, la première intifada. Donc on voit que tous ces événements, on voit que c'est toujours les mêmes players qui sont avec différentes formes. Mais on voit que là on a... Donc c'est une période où on a une récession, des crises des caisses d'épargne et de crédit. C'est la création du WWW, d'Internet et du World Wide Web. C'est le début de l'ère des chaînes d'information continue aux États-Unis. C'est la libération de Nelson Mandela, et qu'on le veuille ou non, et qu'on apprécie ou non sa cause, un personnage majeur politique. C'est vrai qu'il a été très lié à tout ce qui est communisme, mouvement marxiste et autres. Et suite à Nelson Mandela, on a quand même beaucoup de marxisme et de communisme qui a eu lieu, et de gauche qui a eu lieu en Afrique du Sud. En tout cas, c'est souvent des grands mouvements sociaux et des grandes choses sociales qui arrivent au moment de Saturne, Neptune. Et c'est vrai que en Capricorne, le signe du mur, des limites, on a eu effectivement cette tendance, on va dire, sur 1989, année majeure, où on a également... c'est des mouvements très importants. On a aussi ce qu'on a appelé finalement en anglais la panique satanique. Donc en fait, il y a une vague de panique morale au début des années 90 liée à la notion
d'abus sexuels ritualisés satanistes. Hein, donc c'est vrai que c'est une période où toutes les personnes qui souffrent d'abus rituels pédophiles sataniques se manifestent. Et c'est vrai que dans la culture populaire, on a énormément de livres, de films, même dans les médias, d'articles qui vont parler justement d'abus sexuels commis dans des cadres rituels d'inspiration luciférienne ou satanique, suivis ou non de meurtres rituels sur des personnes souvent fragiles, qui sont la plupart du temps des prostituées ou des enfants. Hein, donc c'est vrai que c'est finalement un récit qui prend une part un peu des fois de conspiration, de parano mondiale, où on a toujours des élites riches qui tuent des enfants et autres. Alors ces choses sont bien réelles, hein. Elles sont réelles, hein, elles sont documentées par des professionnels du game, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que cette panique satanique, elle a pris place autour des années 90. Alors, encore une fois, les abus rituels, les fous qui tuent des enfants avec des religions satanistes et tout, ça existe, c'est prouvé. C'est pas la plupart des riches, mais ça existe. En tout cas, il y a des gens qui font ça. Et encore une fois, les enquêtes et les choses existent, les faits sont là, on peut s'y renseigner. Maintenant, la panique satanique, elle est d'ordre un peu neptunienne. Hein. On a tendance, finalement, ces choses-là, elles ont tendance à prendre de l'ampleur dans la psyché collective au moment où Saturne nous force. Et c'est vrai qu'il y a un peu un côté sectaire là-dedans. Hein. Donc c'est vrai que là, quand on voit aussi les événements que prennent certaines affaires comme Epstein ou d'autres autour de 2025-26, ou Puff Daddy par exemple, il y a toujours ce sentiment de panique satanique qui peut revenir. Mais en tout cas, à la fin des années 89, ça a été un événement quand même de premier plan qui a marqué. Et si vous étiez, on va dire, vivant ou encore jeune à cette époque, vous vous rappeliez de toutes ces histoires qu'on entendait dans les journaux, qu'on entendait à la télé, de cas, justement, sur justement des événements comme ça, d'abus, de rituels, de choses particulièrement sombres. Alors la conjonction justement Saturne-Neptune en balance de 1952-53, elle est très importante. Hein. Alors là, ceux qui l'ont vu ou ceux qui sont nés sous cette conjonction, on les appelle les boomers. Hein, donc c'est vrai que c'est 36 ans avant 1989. Et là, on a eu effectivement le 21 novembre 1952, la première conjonction, et ensuite les 17 mai et 22 juillet 1953. Mais c'est vrai qu'entre la fin 1951 et la fin 1954, on a cette orbe énorme qui prend son pic. Hein. Là, on le voit sur l'année 53, année énorme avec des événements énormes. Hein. On peut penser finalement à la mort de Staline, événement très important sur le plan du communisme mondial. C'est l'année également où on a les naissances de Poutine et Xi Jinping, 52 et 53. C'est pas rien. Ce sont les deux personnalités qui dirigent le bloc de l'Est. Hein, et la Chine et la Russie, deux des colosses mondiaux qui font face finalement à l'Occident. Donc on voit que c'est le début de la guerre froide avec toutes ces premières années très intenses, violentes, avec les premiers essais de la bombe à hydrogène. On a l'élection d'Eisenhower, la popularisation de la télévision. C'est le fameux chasse au communisme, le macartisme. On a l'exécution des Rosenberg qui s'ensuit. C'était un couple de New-Yorkais communistes qui ont été arrêtés pour espionnage au profit de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, l'URSS. Donc Julius et sa femme Ethel sont arrêtés et ils sont mis à mort, s'il me chance bien, sur la chaise électrique. Hein, d'ailleurs dans la fameuse prison de Sing Sing. Donc c'est vrai que on a également le projet MK Ultra. Donc réfléchissez quand on pense à tout ce qui est couper l'idéologie, d'aller à la mort pour une idéologie ou une croyance, tout ce qui est aussi le côté à la fois scientifique de Saturne et le côté drogue de Neptune dans le projet MK Ultra, qui est un projet de contrôle mental à base de drogue en vue de créer souvent un alter ego, hein, de créer justement un soldat parfait, un espion parfait. À ce sujet-là, je vous renvoie à l'excellent livre MK, hein, de Alexandre Le Breton. Hein, si vous n'avez pas lu ce livre MK, lisez-le, et ça vous parle en détail, on va dire en poussée du projet MK Ultra, qui est né également. Alors on a un autre personnage d'ailleurs communiste, hein, qui est né en 52-53, si c'est
sa réelle date de naissance, ce serait Brigitte Macron. Alors certains remettent en question son certificat de naissance, ce qui est compréhensible. Mais là ne sera pas effectivement le débat. C'est la période des guerres de Corée. La Corée du Nord, un pays communiste. On a l'annexion du Tibet par la Chine. Coup d'État iranien. Donc toujours les mêmes pays touchés par la conjonction Saturne-Neptune. Et on a le développement du vaccin contre la polio à l'époque. Donc c'est une période, si vous avez des parents qui sont nés en 52-53, vous connaissez aussi leur goût pour tout ce qui a été les causes sociales, mai 68, c'est des gens qui avaient 15-20 ans dans les années 68, dans les années 70, donc c'est toute la période qui est marquée aussi par des changements en Iran, le communisme, la guerre froide évidemment. Alors remarquez qu'à chaque fois on est dans des années du serpent aussi, 1917, 1953, 1989 et 2025 sont toutes des années du serpent en astrologie chinoise. Et cette conjonction a commencé en Cancer en 1917, mais elle a été exacte en Lion et elle ne s'est faite qu'une fois. C'est très intéressant de voir que là, c'était en août, le 1er août 1917, qui a eu lieu à 4,45 du Lion, cette conjonction Saturne-Neptune. Et on voit ici que c'est vrai que autant Saturne-Neptune, ici en 2026, agit sur la guerre, les naissances, le bélier aussi, on a un moment où il y a le moins de naissances possible dans le monde. On a, surtout en France, on a atteint un niveau où la mortalité dépasse la natalité. Donc problème de naissance. On voit que ce problème de rigidité, de mur, Capricorne, de limite, est tombé en 1989. On avait un problème d'équilibre aussi et de paix mondiale avec la balance en 1952-53. Et là, on voit que tout ce qui était de l'ordre des royautés, en 1917, a vacillé. C'est la fin, justement, des tsars de Russie. C'est la fin du sultanat ottoman, de l'empire ottoman. C'est la fin de grands empereurs et de grands empires, de l'empire austro-hongrois, de l'empire allemand, en 1917. Donc c'est la fin des rois et des empereurs. C'est la fin, finalement, de beaucoup de choses qui touchent à l'autorité Lion. Donc évidemment, c'est une période qui a démarré, qui a trouvé son pic en août 1917, mais qui a commencé sur l'été 1916 et qui s'est terminée sur la fin 1918. Donc évidemment, elle chapeaute la Première Guerre mondiale avec l'intensification du conflit, la révolution russe et la montée du bolchevique communisme, les peurs rouges, la parano rouge, c'est la pandémie de grippe espagnole, c'est la période de la prohibition aux États-Unis, c'est l'arrivée justement du droit des femmes, c'est la déclaration Balfour, qui a une énorme incidence sur la création de l'État d'Israël, et c'est la découverte d'Einstein de la relativité générale en 1917. Donc on voit à quel point quand même l'autorité Lion a été challengée, et les rois, les autorités, c'est aussi le début de la fin, comme on l'a vu, des empires en Europe austro-hongrois avec la fin de la Première Guerre mondiale, allemand, l'Empire ottoman, mais également l'Empire russe. Tous ces tsars et rois disparaissent. 1882 s'est produit une conjonction le 12 mai de cette même année, dans le deuxième décan du Taureau, une conjonction Saturne-Neptune, donc qui a pris son plein essor sur ce début de l'année 1882, mais qui a finalement commencé au début de l'année 1881 pour finir un peu son orbe d'influence jusqu'à juillet 1883, et c'est une période qui a eu des conséquences énormes sur l'économie mondiale, sur la construction aussi du monde occidental tel qu'on le connaît. Alors c'est la période, justement, c'est la formation secrète de la Triple Alliance, qu'on appelle également la Triplice. C'était finalement une entente entre le royaume d'Italie, la double monarchie austro-hongroise et l'empire allemand. Donc cette Triplice, qu'on appelle également la Triple Alliance, d'ailleurs on voit abouti sur 1917 au moment de la Première Guerre mondiale. C'est cette Triple Alliance finalement qui cause et qui est finalement contre ce qu'on appelle la Triple Entente, donc Angleterre, Russie et France, à l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est une période sur laquelle on a l'assassinat du tsar Alexandre II de Russie,
Et on a une montée des mouvements socialistes et ouvriers dans le monde entier. Une montée des mouvements socialistes, d'ailleurs, comme on va le voir, qui ont été créés en 1846, la conjonction Saturne d'avant, et qui aboutiront avec finalement la fin du tsar et le début du communisme en 1917, sur la conjonction Saturne-Neptune d'après. C'est très intéressant. C'est pour ça que si vous voulez voir ce qui se passe avec la Nouvelle-France et l'islamo-gauchisme en 2025-26, on devrait avoir les conséquences en 2061, au moment de la prochaine conjonction Saturne-Neptune en Gémeaux, où, selon tous les rapports officiels, les blancs et les deux souches, entre guillemets, seront minoritaires. Donc là, c'est vrai qu'on le voit parfaitement dans ces événements. Donc on a Koch, évidemment, la famille Koch aussi, qui est une de ces grandes familles industrielles aujourd'hui, avec les Rothschild, avec le Koch Industries, c'est quelque chose de très puissant. C'est l'un des plus gros conglomérats aux États-Unis, avec Rockefeller, Rothschild, les Dupont, les Morgan. Les Koch, ce sont les grandes familles qui contrôlent le monde. Donc, et c'est un moment où Pasteur développe justement le vaccin contre l'anthrax, confirme la théorie des germes. Koch identifie la bactérie responsable de la tuberculose. Garfield meurt d'un assassinat. Finalement, il y a des lois importantes sur la fonction publique. Il y a la fondation secrète du Standard Oil Trust. Une loi sur les biens des femmes mariées. C'est un moment aussi qui progresse pour la médecine, comme on le voit souvent avec les conjonctions Saturne-Neptune, avec les vaccins. Mais là, on établit les fuseaux horaires au niveau de la science. Il y a l'établissement d'une protection internationale par brevet. Et c'est la fondation de la Société pour la recherche psychique, tout ce qui est lié à Neptune. Donc là, la science du psychisme, de l'esprit, commence aussi à se créer en 1882. Alors 1846, c'est en Verseau, l'ascendant de Karl Marx, que cette conjonction Saturne-Neptune se produit. 4 avril, 5 septembre et 11 décembre de cette année 1846. Donc année très importante, donc on voit qu'on démarre au début de l'année 1845 en termes d'influence, jusqu'au début de l'année 1848. Donc c'est une grande orbe, finalement, qui se fait entre 45 et 48, qu'on voit sur ce schéma. Et finalement, c'est la découverte de Neptune. Neptune, on y est confronté par Saturne. C'est la publication du manifeste communiste, donc c'est le début du communisme. C'est la convention de Seneca Falls, de grande convention pour le droit des femmes. Donc c'est vrai que c'est finalement l'émergence un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le féminisme et les droits des femmes qui ont abouti, comme on le voit sur des périodes clés d'ailleurs de Saturne-Neptune. Vu qu'en 1882, on a des lois importantes sur les biens des femmes mariées. On a le droit de vote des femmes en 1917. Donc, c'est des périodes qui sont très importantes pour les mouvements féministes, comme on a en 1989 aussi la reconnaissance de l'homosexualité qui n'est plus déclarée comme maladie mentale. Donc, ce qui se passe en 1846, c'est cette fameuse convention de Seneca Falls qui démarre une déclaration de sentiment, comme on peut dire une déclaration d'opinion ou de point de vue, et c'est considéré comme l'acte fondateur du mouvement féministe américain, rien que ça. Donc c'est très important. C'est la première de Fantascope aussi. Fantascope, c'est une méthode un peu, on va dire, précurseur du cinéma ou de la projection. C'est un projecteur de films, et c'est le début justement de ce qui va donner plus tard le cinéma, et qui va inspirer sûrement les Lumières. C'est une période où la cathédrale Notre-Dame commence une restauration majeure. C'est la guerre américano-mexicaine en 1846. C'est la conférence de Taureau sur la désobéissance civile. Donc là, on a des mouvements sociaux. C'est la ruée vers l'or en Californie. Et c'est une période de grande famine en Irlande, 1846. Donc comme on le voit, on a souvent d'ailleurs le thème de la famine qui sera récurrent, comme on le voit. Donc 1809, cette conjonction s'est produite en Sagittaire, sur le 7e degré du Sagittaire, le 1er décembre 1809.
Et c'est vrai qu'elle démarre en 1808 pour finir au début de l'année 1812, hein, finalement. Hein, vu qu'on a la sortie de Saturne du Sagittaire le 29 décembre 1811. Donc c'est vrai que autour de cette fin 1809, on a des événements très très saillants vu qu'on a les colonies hispano-américaines qui déclarent leur indépendance. C'est le début de l'abolition de la traite d'esclaves. Hein, c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup produit en 1846 aussi. Hein, donc c'est une conséquence assez importante. On a Lincoln et Darwin, je crois, qui meurent le même jour. Pardon, qui naissent le même jour, excusez-moi. En 1809, hein, c'est la naissance des deux personnages qui sont nés le même jour d'ailleurs, deux personnages majeurs hein, pour les États-Unis et le monde. La Russie bat la Suède, gagne une victoire majeure et annexe la Finlande. Hein, donc événement très important pour la Russie, comme on va le voir hein, durant toute l'histoire. Hein. Hein, donc non seulement le communisme et la révolution russe, mais ce qui touche à la Russie, Saturne-Neptune, c'est souvent très fort. Et on a les soulèvements des Luddites en Angleterre. Et donc c'est vrai que le mouvement des Luddites, il est très intéressant parce que c'est une période où le monde s'industrialise et ce sont des ouvriers qui cassent des machines. Parce qu'ils pensent que justement, ce sont des tondeurs, des tricoteurs, des manufacturiers qui s'affrontent justement parce qu'il y a des tondeurs et des tricoteurs qui sont des gens qui font des métiers un peu de bras et il y a des employeurs et des manufacturiers qui favorisent l'emploi de machines. Et tout cela va créer un mouvement clandestin et sous-marin très propre à Neptune qu'on appelle le soulèvement des Luddites en Angleterre et qui donc casse des machines qu'ils pensent leur prendre leur boulot. Donc c'est vrai que en 2025-26, on va avoir un début de nouvelles Luddites dans le monde qui vont casser l'intelligence artificielle et les robots. Et c'est vrai qu'en France et en Europe, on devrait voir particulièrement des mouvements comme ça qui vont s'attaquer à l'IA ou aux nouvelles machines qui vont les remplacer sur plein de boulots de bras. Et c'est là où on a des lois aussi sur l'embargo et les relations interethniques en 1809. Alors 1773, ça a été une période aussi très importante dans le monde, vu que c'est le moment où les révolutions américaines et françaises vont démarrer, hein, 15 ans après, quoi, dans un mouchoir de poche. Et le 27 septembre 1773, il y a eu la conjonction à 18,42 de la Vierge. Donc elle s'est étalée finalement entre l'été 72 et le début 74. Et évidemment, c'est une société secrète qui est les Fils de la Liberté, en tout cas un mouvement social qu'on appelle les Fils de la Liberté, qui va initier une grande bataille qu'on appelle... c'est une organisation secrète de patriotes américains, un peu comme des résistants secrets, qui va justement lutter pendant la rébellion des 13 colonies contre l'Angleterre. Alors évidemment, ce sont ces Fils de la Liberté, cette organisation secrète de patriotes américains qui va faire la fameuse Boston Tea Party, hein, donc qui va amener justement cet événement très important. Hein, donc aussi, il y en a beaucoup qui sont des maçons, hein, des francs-maçons, les Fils de la Liberté. Et donc c'est un moment où il y a cette fameuse Boston Tea Party où les Américains refusent de payer des taxes aux Anglais, et c'est un moment marquant de la Révolution américaine. Donc c'est un moment où, si j'ai bonne mémoire, ces 6 navires chargés de thé arrivent dans les ports des colonies, New York, Philadelphie, Charleston, 3 autres à Boston, et les colons empêchent les cargaisons d'être débarquées. Et les bateaux doivent repartir avec leur thé, justement. Et c'était justement, il y avait un conflit économique entre la monarchie anglaise et ces colonies américaines qui devenaient indépendantes. Et c'est le début de la guerre d'indépendance américaine. Hein, donc c'est aussi l'ouverture du premier asile d'aliénés aux États-Unis. C'est la fondation de l'école de chorégraphie de Moscou. Donc santé et art avec Neptune, on voit, sont manifestés et concrétisés autour de cette conjonction Saturne-Neptune en Vierge. Hein, rappelons-nous, le signe de la santé, des contes. Et Benjamin Franklin publie une œuvre majeure. Donc, très importante aussi cette conjonction de 1773, vu que c'est le début des soulèvements dans les colonies américaines. Très très important,
période finalement qui a marqué finalement le début du monde moderne qu'on connaît actuellement. Alors je voudrais justement pour terminer cette série de conjonctions Saturne-Neptune parler de celle de 1380 qui s'est produite en Bélier. Alors avant de parler justement des conjonctions Saturne-Neptune en Bélier de 1380 et avant, je voudrais aussi parler de celle de 1703. C'est vrai que l'année 1703 a été une année très très importante sur le plan mondial. Alors c'est une année où il y a eu une énorme tempête en Angleterre. C'est l'année aussi de la guerre de succession d'Espagne, le siège de la Guadeloupe. Vraiment beaucoup d'événements se sont produits justement en 1703. C'est également la guerre de la reine Anne. La guerre de la reine Anne ou troisième guerre indienne faisait partie d'une série de guerres françaises et indiennes menées en Amérique du Nord, impliquant les empires coloniaux de la Grande-Bretagne, de France et d'Espagne. Donc elle a eu lieu sous le règne d'Anne, règne de Grande-Bretagne. Donc c'est vrai que c'est une période aussi où on envisage aussi sur le plan scientifique le système des nombres binaires en 1703. Donc c'est ce qui va justement, c'est un codage binaire qui va influencer le codage informatique. Donc 1703 est une année importante sur le plan scientifique aussi à ce niveau-là. Et on a également de grandes choses qui se sont passées au niveau du Japon, mais au niveau aussi de bataille entre la Suède et l'Angleterre. Il y a eu un traité important entre le Portugal et l'Angleterre. Il y a eu une occupation justement de l'Angleterre et des Hollandais qui ont occupé, la Cologne, la ville Cologne de Russie. C'est également Pierre le Grand qui fonde Saint-Pétersbourg en 1703, donc période majeure pour la Russie. Donc c'est vrai que c'est le moment où on a aussi, je crois, c'est un moment où Daniel Defoe, un grand auteur qui a fait Robinson Crusoe, publie un pamphlet très important contre la reine Anne justement d'Angleterre, et il est placé au pilori, qui est un poteau de torture. Il en mourra pas, mais il y survit, mais il est torturé justement pour avoir publié justement des romans et des romans très dissidents. Et c'est vrai qu'il avait écrit un pamphlet contre l'église anglicane dont il a été extrêmement châtié par la... qu'il a beaucoup eu de problèmes à cause de ce pamphlet et de cette critique envers l'église anglicane et son intolérance. Alors c'est aussi l'année où on a l'incident d'Erdine, où on a justement l'armée turque qui remplace le sultan Mustapha II par son frère Ahmed III et qui réduit le pouvoir du sultan sur cette période. Donc on a des grosses tempêtes en Angleterre. Il y a également beaucoup d'événements donc sur cette période de 1703. Alors 1380, on revient avec d'énormes troubles sociaux en Europe occidentale. C'est la révolte des chaperons blancs, c'est la révolte des paysans en Angleterre qui est la première grande révolte des paysans d'ampleur et qui va mener justement au monde libre qu'on connaît en Europe plus tard et à beaucoup plus de droits et les révolutions qu'on a connues après. C'est la révolte des Tuchins en Languedoc, la révolte de la Harel à Rouen, la révolte des Maillotins à Paris. Donc beaucoup de révoltes populaires et sociales. C'est la guerre de l'Union d'Aix qui préfigure la dédition de Nice à la Savoie en 1388. Donc tout ceci commence. Et on a aussi la dynastie mamelouk barite qui est renversée par les mamelouks tcherkesses, dits burgites. Donc en Égypte, et c'est aussi le début de grosses canicules qui suivent à quelques années près en 1380. C'est aussi une grande bataille russe entre justement le tsar Dimitri, qui arrive à vaincre les Mongols de la Horde d'Or, qui était un peu la réminiscence et la suite du grand empire qu'avait fondé Genghis Khan. Et à sa mort, justement, la Horde d'Or a été l'un des empires, on va dire,
réminiscent de ce grand empire mongol qui finalement allait de l'Ukraine jusqu'à la Corée ou même au Japon. Donc c'était vraiment énorme. C'est le plus grand empire d'ailleurs continental qui a jamais existé. Et donc là, justement, cette réminiscence de ce grand empire mongol a été vaincue justement par le grand prince de Moscou à l'époque, c'était Dimitri Ier. On est vraiment donc dans la plaine de Koulikovo, c'est la bataille de Koulikovo d'ailleurs, qui est une bataille très importante pour les Russes, et cette victoire entraîne le reflux des Mongols du nord de l'Europe, et a valu à Dimitri Ier le surnom de Donskoy, donc qui était sûrement un surnom d'homme très fort. C'est une période d'ailleurs 1380, une année qui met fin à la période des grands troubles, qui est une période qui s'étale finalement de la moitié du XIVe siècle à la fin de ce siècle, et qui est finalement une grande guerre de la Horde d'Or, entre la Horde d'Or, qui sont les descendants de Genghis Khan, globalement, ou ceux qui revendiquent son empire, et l'Empire russe. Voilà un peu les personnages notables qu'on a eu à l'époque. C'est aussi un moment où on a Charles V le Sage en France, un très grand roi, qui a beaucoup réhabilité l'œuvre de Ptolémée d'ailleurs. Quant aux deux dernières conjonctions que je voudrais aborder de Saturne et Neptune en Bélier, celles de 555 et de 232, c'est vrai que le thème commun des famines et des grands froids revient. Donc on sait que 555, c'est une période de grande glaciation même en France, avec évidemment des grandes famines. On retrouve également beaucoup de sources, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas trop y revenir, mais qui indiquent également qu'en 232, c'est des grands problèmes de ravitaillement, de blé dans plein d'endroits, et qu'on doit organiser des distributions de blé et des rationnements parce qu'il y a beaucoup de famines, mais également de maladies comme la peste, la fameuse peste de Justinien, qui couve sur ces périodes et qui revient à certains endroits du monde. C'est également la période 555 qui commence un peu ce qu'on appelle les âges sombres. On a la fin des âges troubles en 1380, on a le début des âges sombres sur ce 6e siècle, avec évidemment la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. Voilà. Alors pour cette dernière partie de vidéo, nous allons nous référer à chacune des conjonctions Saturne-Neptune que j'ai calculées ici pour vous. J'ai indiqué en rouge celles qui se produisent en Bélier et dont nous avons toutes vu ce qui s'était passé au cours de ces années, des changements majeurs dans le monde, notamment dans les grands blocs que l'on connaît, et nous avons vu que famine était sur les conjonctions Saturne-Neptune, mais également le communisme qui était fondé en 1846 et qui a pris de l'ampleur à chacune des périodes importantes, ou du moins qui a subi des changements majeurs à chacune des périodes importantes des conjonctions Saturne-Neptune. D'ailleurs, ici, je n'ai mis que les conjonctions Saturne-Neptune. Beaucoup me diront, oui, mais 1962 et autres. J'ai fait une étude globale sur le communisme qui n'a fait seulement que 1000 vues. Parce que beaucoup d'entre vous, ou des personnes qui suivent cette chaîne, vous aimez beaucoup l'horoscopie ou entendre de l'irréel. Moi, je me suis basé sur le réel et les points de vue astronomiques. Et j'ai fait une étude des moments où Saturne et Neptune étaient en carré, opposition, trigone ou sextile, formaient des angles différents que la conjonction. Et là, on voit que tous ces cycles Saturne-Neptune, croissants et décroissants, sont liés au grand mouvement du communisme. Évidemment, ici, je me suis résumé qu'aux conjonctions sur ce tableau et aux alignements qui marquent les temps les plus forts, avec les naissances et morts des leaders, naissance de montée et descente des mouvements, chute du mur de Berlin, etc., Tiananmen, tous les événements majeurs sont sur ces conjonctions. Donc des événements récurrents, et les thèmes récurrents de cette conjonction Saturne-Neptune sont les famines, sont également le communisme, l'art, et également le ballet en Russie, revient souvent avec la conjonction Saturne-Neptune. Le premier école de ballet est fondée en Russie en 1738 avec la conjonction Saturne-Neptune en Cancer. En 1773, c'est la conjonction en Vierge. C'est le début, effectivement, du ballet fondé en Russie. Et c'est évidemment une période, la fin du XVIIIe siècle, où la valse commence à se répandre en Occident. C'est également des périodes, Saturne et Neptune, où on peut établir des règles sur les forces invisibles et cachées qu'on ne peut pas voir. C'est l'incident de la pomme de gravité de Newton qui arrive possiblement en 1666, juste avant la conjonction en Capricorne, d'ailleurs Saturne-Neptune, de 1667. Donc c'est justement le début de la gravité.
Einstein confirme la relativité générale en 1919, même s'il commence à travailler dessus en 1917, lors de la conjonction Saturne-Neptune en Lion. Pasteur confirme la théorie des germes en 1881, juste avant la conjonction Saturne-Neptune de 1882. On découvre l'ADN en 1953. On voit également en 2025-26 qu'on a fait des découvertes considérables sur la science et qu'on voit qu'on avance également beaucoup sur le monde invisible, en établissement des règles sur des forces qu'on ne peut pas voir. Les pactes secrets aussi reviennent beaucoup. On a la Triple Alliance formée secrètement en 1882, comme on l'a vu. Mais on a le premier Triumvirat, formé à Rome en moins 60 avant Jésus-Christ. Cette période, elle marque un pacte secret à Rome pour que les grands gardent le pouvoir. Donc c'est une alliance politique privée de la fin de la République romaine, qui démarre l'Empire romain, avec Jules César, Crassus et fameux Pompée le Grand. Donc c'est une coalition secrète. On a l'accord Sykes-Picot en 1916. Très important, cet accord Sykes-Picot. Ce sont des accords secrets entre la France et le Royaume-Uni qui prévoient le découpage du Proche-Orient. C'est également là une période Saturne-Neptune en 1560 où on a vu ce qu'on appelle, certains appelleront la conspiration d'Amboise ou le tumulte d'Amboise, mais qu'on appelle plus communément la conjuration d'Amboise, qui s'est produit près de cette conjonction Saturne-Neptune en Taureau en 1559 et qui a eu lieu en mars 1560. C'est une tentative d'enlèvement du roi François II, organisée par un groupe de gentilshommes protestants dans le but de soustraire le monarque à l'influence des Guises, une famille hostile au protestantisme à l'époque. Donc encore une fois, on voit comment la guerre de religion a joué ici. Et on a vu que la fondation secrète du Standard Oil Trust, qui est un monopole de la famille Rockefeller en 1882. Donc on peut penser que des pactes secrets sont en train de se jouer sur l'Ukraine, sur l'Iran, sur Israël, et dont on entendra parler beaucoup plus tard, mais que ces pactes se forment en 2025-26 et autour, en tout cas, des conjonctions Saturne-Neptune. C'est aussi des périodes où le thème récurrent des sociétés secrètes et des tentatives de les supprimer revient, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec Pluton en Verseau également. On a les Templiers détruits en 1307. C'est très proche de la conjonction Saturne-Neptune en Scorpion, vu que cette année, elle est revenue 3 fois, en janvier, mars et septembre de cette année 1307. On a le pape qui a interdit la franc-maçonnerie en 1738. Le code de droit canonique de 1917 réaffirme explicitement l'interdiction. Et on a la condamnation de Fatima de la Russie soviétique en cette même année 1917. On a le pape qui réaffirme l'interdiction de la franc-maçonnerie en 2023. On a les Fils de la Liberté qui organisent la Boston Tea Party en 1773. On a, et cette Narodnaya Volia, qui est une organisation formée à partir du mouvement Narodniki, qui veut dire ceux qui viennent du peuple. Et cette organisation populiste, fondée dans les années 1860, a permis justement d'assassiner le tsar. Et donc c'est vrai que il y a effectivement des préparations qui ont été faites pour l'assassinat d'Alexandre II et du tsar Alexandre II. Et c'est vrai que ça a été finalement des terroristes. C'est un groupe une organisation terroriste qui a pu assassiner le tsar. Donc une société secrète qui a fait énormément de dégâts. On a également beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre et dans les coulisses qui peuvent renverser un dirigeant. Donc c'est des périodes où on peut avoir justement des gens du peuple qui vont lutter contre les gens d'en haut. Donc on a l'assassinat de l'empereur Claude et l'arrivée au pouvoir de Néron par Agrippine la jeune en moins 54. On a également finalement l'assassinat de Sévère Alexandre par sa propre armée après la conjonction de 232 après Jésus-Christ. Un empereur romain
Hein, donc le dernier d'une dynastie d'ailleurs. Hein, la fameuse dynastie des Sévères. Hein, donc avec Septime Sévère, si vous vous rappelez bien. Donc on a beaucoup d'assassinats, vous voyez, tous les 36 ans. Là, c'est assez marquant. 232, 268. On a deux assassinats très importants d'empereurs romains, vous voyez, près des conjonctions Saturne-Neptune. Alors c'est très intéressant parce que j'avais oublié ce fait, mais 232, vous voyez, c'est la fameuse conjonction où il y avait beaucoup de famine et c'est l'assassinat de Septime Sévère, enfin de Sévère Alexandre, pardon, par sa propre armée. L'empereur romain Gallier est assassiné dans le cadre d'une conspiration impliquant ses propres officiers. Hein, donc l'assassinat de dirigeants à motivation religieuse ou idéologique. On a vu qu'on a effectivement l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881, ou 1882 en tout cas, par la Narodnaya Volia. On a également l'assassinat du 4e calife Ali dans une mosquée en 661 après Jésus-Christ. Hein, on voit que pour cette conjonction Saturne-Neptune en Sagittaire. Donc on voit que des gens du peuple ou de sa propre armée peuvent tuer un leader. Hein, d'ailleurs, un thème qui revient beaucoup, c'est la mort d'un dirigeant dans des circonstances mystérieuses. Hein, donc on a l'empereur Claude qui est sûrement assassiné par Agrippine la Jeune, on ne le sait toujours pas. Et on a également le calife fatimide, Al-Hakim Bir-Amer Allah, disparaît mystérieusement en 1021. On a également la mort de Malik Shah Ier, sultan seldjoukide, probablement par empoisonnement en 1092. Donc 1021, on voit, c'est la conjonction Saturne-Neptune en Verseau, durant toute l'année 1021, et 1092, c'est celle en Cancer. Alors de manière très intéressante, on pourrait avoir la mort mystérieuse d'un dirigeant iranien, mais aussi de Poutine, de Trump ou de Macron. J'invite d'ailleurs les étudiants en astrologie à regarder les maisons 8 et les maisons 12 et le lien entre les maisons 8, Neptune, Pluton et les maisons 12 qu'il y a entre les maîtres des maisons et les maisons 8 de ces protagonistes. Il y a des possibles morts dans des circonstances très mystérieuses pour ces trois dirigeants, mais possiblement pour d'autres dirigeants du monde. Donc on risque de voir quelque chose de très suspect autour de 2025-26 concernant un dirigeant de l'Occident ou même du monde du Sud global. Surveillons, mais on pourrait observer ça. Ou même qu'un dirigeant se fasse renverser ou même tuer par sa propre armée. Rappelons que Poutine a failli être renversé par Wagner. En tout cas, il y a eu une tentative de coup d'État. Macron, il y a des gens qui veulent le renverser. Hein, donc il peut y avoir des événements importants qui se produisent dans ce thème-là. C'est évidemment le déclin de beaucoup d'empires et de dynasties au profit des autres, face à l'essor des autres. En 196, la dynastie Han s'effondre dans le chaos, autour de cette conjonction Saturne-Neptune en Capricorne. C'est la fin de la deuxième guerre punique en 201, Rome s'élève, Carthage tombe. Rome bat la Macédoine de manière décisive lors de la troisième guerre macédonienne en 167. Fin de la Macédoine en tant que grande puissance. Donc on voit là, la 167, c'est fin de la Macédoine. Alors c'est juste après 159, 196, la fin des Han. 232, c'est la mort d'un Sévère et c'est la fin de la dynastie Sévère, tué par sa propre armée, l'empereur romain. Donc c'est vrai que on a ça. On a la bataille de Mons Lactarius qui met fin au royaume ostrogoth en Italie en 553. Donc c'est vrai que en 555, on a la conjonction Saturne-Neptune. En 557, on a les Zhou du Nord qui sont remplacés par les Qi du Nord en Chine. On a la dynastie Sui qui unifie la Chine, mettant fin aux dynasties du Sud et du Nord en 589. Donc très intéressant. Regardons ça. Mais 589, vous voyez, on est à 590, conjonction Saturne-Neptune en Gémeaux, juste après celle de Saturne-Neptune en Bélier. Très intéressant quand on voit qu'on est au même moment, là, 2025-26, c'est conjonction Saturne-Neptune en Bélier, 2061, c'est conjonction Saturne-Neptune en Gémeaux. Donc on voit que
557, Saturne-Neptune, 555, Saturne-Neptune en bélier. La dynastie des Zhou du Nord remplacée par les Qi du Nord. Et la dynastie Sui unifie toute la Chine, les Shui ou les Sui en 590. Pour la conjonction de 590. Chute de la dynastie des Han, tardif, en 947, après Jésus-Christ. Et c'est l'effondrement de la dynastie des Song du Nord en 1127. Donc on voit que 947, on est près de celle de 948 en Vierge. Et 1127, on est pour la conjonction Saturne-Neptune en Balance. Première guerre mondiale en 1917 et de nombreux autres exemples. Donc c'est vrai que 1917, ça met fin à beaucoup d'empires et c'est le début de nombreuses nations, comme la Pologne par exemple. Il y a des pays qui sont créés, il y a des empires qui disparaissent. C'est une période, comme on l'a vu, de schisme religieux. C'est une période de division idéologique. En 2025-26, on voit qu'on est dans une division très forte entre la droite et la gauche, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre le mouvement des souverainistes, des conservateurs, des patriotes, et le mouvement des internationalistes, le mouvement des communistes, des gauchistes. Alors, on a le schisme d'Acas ou d'Acacius, donc qui a été résolu d'ailleurs un cycle Saturne-Neptune plus tard en 519. Mais finalement, c'est un schisme qu'on va retrouver avec Justinien Ier, qui convoque le 5e concile œcuménien, près de 555. C'est le schisme entre sunnites et chiites, qui démarre après l'assassinat d'Ali en 661. Un consul tenu à Constantinople résout le schisme de Pheucien en 880. Et le synode de Moscou déclare le patriarche Nikon coupable du schisme de 1666. Donc c'est une période où on a vraiment beaucoup de schismes. Pour revenir au schisme acassien, c'est une scission de l'Antiquité tardive entre Rome et les patriarcats orientaux sur des questions d'orthodoxie christologique. Donc c'est toujours pour des idées religieuses, idéologiques, que les divisions se forment. Donc on pourrait avoir de nouveaux schismes religieux très marqués sur les conjonctions Saturne-Neptune et peut-être sur 2025-26. En tout cas, c'est un thème qui revient énormément. Le thème de répression religieuse aussi revient énormément. Saturne réfrène, Neptune la religion. Saturne coupe la religion, donc les schismes et les répressions religieuses. Donc on a la persécution des chrétiens par Dioclétien, l'empereur romain en 302. On a l'empereur Valentinien III qui publie un édit contre le manichéisme en 445. On a évidemment Jan Hus. Jan Hus, c'est un théologien, un réformateur tchèque, qui va beaucoup réformer de choses au niveau du catholicisme, et il est excommunié par l'Église catholique et condamné pour hérésie. Il est brûlé sur le bûcher. Donc c'est vrai que le protestantisme voit en Jan Hus un précurseur. On a d'ailleurs Martin Luther qui est excommunié presque un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, par la même Église catholique en créant le protestantisme. Et c'est une période où on publie aussi Saturne-Neptune, un grand livre qui est un traité de démonologie. Voilà. Donc qui est publié d'ailleurs par des dominicains et des inquisiteurs. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, 415, 1521, on voit Saturne-Neptune en Cancer pour 415, 1415, 1521, on est près de 1523, Saturne-Neptune en Poisson. Et on a donc ce fameux livre religieux en 1486. Donc 1486, on voit c'est la conjonction Saturne-Neptune en Sagittaire. Donc on a effectivement ce thème récurrent on va y arriver, de la répression religieuse. On a aussi la codification des doctrines et des lois religieuses. Saturne nous permet de mesurer, de codifier les choses. Donc on a le droit à Rome vers 450 avant Jésus-Christ, et on a le code du droit canonique en 1917 qui se publie.
C'est aussi des moments pour des grandes immigrations, migrations et problèmes de frontières. Hein, donc c'est l'invasion gothico-érulienne de l'Empire romain en 267. Hein, les frontières romaines sont challengées. On a la migration des Visigoths vers l'Empire romain qui commence en 376. Les Visigoths pillent Rome un cycle plus tard, Saturne-Neptune en 410. Les Puritains émigrent et établissent la colonie de la baie du Massachusetts en 1630. On a la loi d'exclusion des Chinois en 1882. Alors, c'est une loi aux États-Unis, une loi américaine, qui interdit l'entrée des Chinois aux États-Unis. Donc de 1882 jusqu'à 1943, les Chinois ont été interdits de rentrer aux États-Unis. Donc attention, parce que c'est des choses qu'on pourrait retrouver. On retrouve beaucoup de lois d'exclusion. Donald Trump a exclu 9 nationalités de rentrer sur les États-Unis. C'est quelque chose qu'on va revoir. On a d'énormes problèmes d'immigration, de migration et de problèmes aux frontières en Union européenne. C'est des choses qu'on va énormément voir en 2025. D'ailleurs, on voit qu'il y a un problème de frontières entre l'Allemagne et la Pologne autour de ce 13 juillet 2025. On a vu également un problème de frontières entre le Pakistan et l'Inde, entre évidemment Israël et le monde arabe. On voit beaucoup de problèmes de frontières entre la Chine et Taïwan, etc., etc. Le thème récurrent des pandémies aussi revient souvent, c'est la peste bubonique de 698. On a la peste noire qui commence à ravager Milan, les grandes pestes de Milan, de Londres, la grippe espagnole, sont toutes marquées par des cycles Saturne-Neptune, tout comme la peste de Chéreau, ou qu'on appelle également la peste de Chéreau, qui a ravagé la Mésopotamie. Et donc, qui dit maladie dit vaccin. Tous les vaccins majeurs, vaccin contre la polio, vaccin contre l'anthrax, l'initiative d'éradication de la polio en 1988, la réponse à la résurgence de la rougeole en 1989, c'est tous des vaccins qui sont faits sur des conjonctions Saturne-Neptune. Et on a vu que sur cet été 2025, il y avait des nouvelles très prometteurs pour un vaccin contre le sida. Voilà, donc là, on y est. Donc après, est-ce qu'il est valable? Je crois que c'est un vaccin d'ARN messager. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, on est très suspicieux de tout ça, mais c'est une période qui voit souvent des développements. Alors là, encore une fois, les vaccins, c'est très controversé parmi certains d'entre vous, mais c'est vraiment quelque chose qui est réel et factuel. Encore une fois, qu'à chaque conjonction Saturne-Neptune importante, on peut voir des évolutions dans les vaccins. Tout ce qui est guerre chimique et biologique et bactériologique, avec l'utilisation d'armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale de 1917, Saddam Hussein utilise des armes chimiques plus tard dans la guerre Iran-Irak, en particulier contre les Kurdes en 1988, il a gazé des Turcs. Le projet MK-Ultra et le siège de Kaffa en 1344. Donc c'est vrai qu'il y a eu une bataille. Kaffa, c'est le siège de Kaffa, c'est en Crimée. À l'époque, la Crimée est possédée par la République de Gênes, et il y a les Mongols de la Horde d'Or qui arrivent justement. Donc c'est encore une bataille, c'est le début des grands troubles. Et il y a une bataille qui se fait, et pendant 2 ans, les Génois résistent, après avoir été tous décimés par la peste noire et également les Mongols. Donc tout le monde finit par crever par la peste et s'envoie justement des puces. Il y a beaucoup de choses, et c'est ce qui va amener justement le début de la 2e pandémie de peste en Europe, parce que le retour des Génois en Europe va provoquer l'arrivée justement de la peste et autres. Enfin, vraiment un gros bordel avec une guerre complètement chimique. Alors, c'est aussi une période de la prohibition et contrôle des drogues. Donc, campagne anti-drogue américaine vers la fin des années 80, création du rôle de tsar de la drogue en 1988 et la prohibition de 1917 en tout cas. Donc là, regardons ce qui se développe, mais 2025-26, on a la création du narcotrafic. On a une volonté de lutter contre le narcotrafic avec la création de méga prisons contre les narcotrafiquants. Voilà. Donc là, nous verrons quoi. On a aussi beaucoup de femmes qui accèdent à des postes de direction sur les conjonctions Saturne-Neptune. Le pouvoir devient beaucoup plus féminin. Donc c'est vrai qu'on a l'impératrice douairière Deng Shui de la dynastie Han en Chine qui décède. En 121, on a l'impératrice Shuko qui monte sur le trône en 592. On a l'impératrice Shotoku qui décède au Japon en 770.
C'est la mort de l'impératrice Théodora en 1056 qui déclenche une crise de succession et une guerre civile dans l'Empire byzantin. On a Razia Sultana qui monte sur le trône en 1236, première et unique femme sultana de l'Inde. On a évidemment le Malleus Maleficarum de 486 qui revendique plus de femmes sorcières que d'hommes. La reine Élisabeth monte sur le trône d'Angleterre en 1558 et Élisabeth II en 1952. Donc 2 femmes majeures dans l'Empire anglais. Ou dans le Royaume-Uni. Ce sont des femmes, Vera Frigner et Sofia Perovskaya, qui dirigent un groupe qui assassine le tsar Alexandre II en 1881. C'est cette fameuse société secrète qu'on appelle, qui est assez difficile à prononcer, c'est la Narodnaya Volia, voilà, qui est dirigée par ces femmes à des postes de direction. Un autre thème récurrent, c'est le droit de vote des femmes. On a vu Convention de Seneca Falls en 1848, Loi sur les biens des femmes mariées en 1882. Les femmes obtiennent le droit de vote au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis de 1917 à 1920. Donc c'est une évolution souvent dans les droits des femmes. Donc regardons en Iran aussi, il y a le régime des mollahs qui risque de sauter autour de 2025-26 avec sûrement plus de droits pour les femmes dans ces zones-là. Et dans les pays musulmans, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est aussi une période du développement des technologies vidéo. On a la première de Fantascope en 1847, la fondation de la Society Motion Picture Engineers en 1916, près de 1917. On a la popularisation de la télévision en 1953. On a les cycles d'information en continu en 1989 et le début d'Internet. Et on a les premières vidéos générées par l'intelligence artificielle en 2025. Donc c'est vraiment un gros programme qui nous arrive avec pas mal de thèmes récurrents qui ont été traités ici. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me consulter en séance. Il n'y aura pas de petits tirages de cartes pour jouer. On n'est pas des enfants ici, on se base sur le factuel, sur l'histoire et la science. C'est de l'astrologie lourde, c'est pas accessible au moindre débile mental qui fait plutôt de l'horoscopie ou du batifolage en astrologie. Ici, on tire pas de cartes, les amis. On n'est pas là pour jouer aux cartes. On n'est pas là pour raconter des conneries et spéculer. On fait ça avec précision. Je vous invite à venir me voir en séance pour sentir la différence avec les tarologues et autres astro-tarot de pacotille que vous croiserez. Vraiment, je vous le souhaite de venir voir. Et vraiment, si vous avez l'occasion, voilà, n'hésitez pas à vous procurer les ouvrages qu'on réédite aux Anneaux de Saturne. On vous demande vraiment votre aide. Si vous voulez ces vidéos continuer d'exister, si vous voulez ce type d'astrologie à continuer d'être par rapport à toute la concurrence qui est beaucoup plus légère et fantasque, on le voit, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fourni de gros boulots pour vous faire ces vidéos, pour vous rééditer des livres à prix modique, des livres à prix modique qu'on réédite et qui sont vendus à pont d'or sur les sites spécialisés. Donc n'hésitez pas à vous procurer nos livres aux Anneaux de Saturne. Il y a encore des aides, des petites promotions, on va bientôt en parler, qui vont pas durer. D'ailleurs, profitez-en parce que ces promotions ne vont pas durer sur les livres, mais aussi sur les tasses, sur les mugs et sur bien d'autres choses. Vraiment, merci de votre soutien. Merci beaucoup de nous soutenir. Si vous voulez des vidéos de cette trempe, de cette continuité, on a fait des vidéos sur Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier, Jupiter en Cancer et également Neptune en Bélier et Pluton en Verseau. Je vous y renvoie à ces lourdes vidéos, à ces vidéos très techniques, très longues, très fastidieuses et complètes. N'hésitez pas à me renvoyer de l'amour, à me partager cette vidéo, à commenter, à liker, à même me mettre un petit cœur, un petit commentaire pour le référencement, pour que cette vidéo, elle dépasse les 10 000 vues, les amis, parce que, voilà, les vues sont faibles. Je le comprends que vous préférez peut-être voir d'autres personnes en réel, voir des tirages de cartes, voir de l'horoscopie, qui n'est pas de l'astrologie, mais qui est plutôt de l'horoscope, semaine à la semaine, signe par signe. Ici, on est complet, ici, on est, voilà, vraiment puissant. On a essayé, voilà, de vous décrire les choses sur le plan mondial, également individuel en début de vidéo. Merci, franchement, de diffuser ce travail, c'est plus que vital. On a donné énormément d'énergie et de temps pour faire ces vidéos. Il n'y en aura pas ou plus bientôt. Voilà, donc profitez bien de celle qu'il y a. Et on se tient au courant. À très très vite, à très bientôt.